Bonjour et bienvenue dans l'émission On en parle à Taïwan, animée cette semaine par Floriane, Sasa. FX. Alors, les sujets du jour sont... Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui commence à pointer son nez dans le sud et le centre de Taïwan, mais on s'en rend pas trop compte dans le nord. C'est peut-être le retour de la sécheresse cette année. Aïe. Oui. Alors moi, je vais parler du fait que Taïwan envoie des professeurs de mandarin dans des écoles tibétaines en Inde. Et moi, je terminerai avec un autre envoi dans l'espace, donc plus lointain en effet, avec 3 CubeSats taïwanais qui viennent d'être mis en orbite cette semaine. Alors, plus proche, même si c'est plus invisible, c'est la sécheresse. Alors, c'est pas forcément invisible, comme vous allez l'entendre tout à l'heure. En fait, Taïwan, ces dernières années, a déjà connu des épisodes de sécheresse particulièrement graves, notamment entre fin 2020 et début 2021, parce qu'il n'y a pas eu de typhon en 2020, ce qui a ensuite entraîné des restrictions d'eau et affecté l'industrie des semi-conducteurs, même un petit peu au niveau mondial, parce que c'est une grande consommatrice d'eau. Et il y a eu une autre période de sécheresse importante en 2023. Alors, cette année, rebelote, la question se pose, parce que ces derniers jours, l'Agence des ressources en eau a déjà commencé à instaurer un rationnement de l'eau dans certaines localités, suite à l'hiver le plus sec enregistré depuis 75 ans dans l'ouest de Taïwan. C'est quand même historique, quoi. C'est vrai qu'il a beaucoup moins plu. Il y a eu quelques épisodes neigeux, mais pas dans l'ouest, en tout cas pas suffisamment pour alimenter tous ces réservoirs, n'est-ce pas ? Oui. Et donc l'ouest de Taïwan, donc les régions de Taichung, Hsinchu, Miaoli par exemple, Changhua, Tainan, sur la côte. C'est le plus industrialisé aussi. Oui, bien qu'il y ait quand même un peu d'agriculture. Ouais. Comme tu dis, les industries de semi-conducteurs, notamment à Hsinchu, on va en parler tout à l'heure. Mais ils n'ont vraiment reçu très peu de précipitations cet hiver. Et donc, si vous suivez les réseaux sociaux de RTI ou notre chaîne YouTube, vous aurez peut-être vu des grenouilles. Voilà, notamment. Pas que, d'ailleurs. Mais pas celles qui sortent quand il pleut. C'est l'inverse, là. Vous avez sûrement vu passer des photos ou des vidéos assez impressionnantes et originales sur des réservoirs dont le niveau est très bas. Alors, on va commencer par Miaoli, donc dans le centre-ouest de Taïwan, où un paysage étonnant a refait surface. Ah oui. Oui, ce sont Je pensais même pas que c'était à Taïwan. les ruines de villages qui étaient immergées par une retenue d'eau, c'est ça ? Voilà, et puis il y avait les vestiges d'un temple, de maisons, et aussi une sorte de petit canyon qu'on pouvait voir avec un effet de colonne, un petit peu comme les temples gréco-romains. Tout à fait, oui. C'était vraiment très, très Ça fait une belle paroi, mais... Oui, sculpté par l'eau. Donc en fait, ces vestiges étaient normalement dans le réservoir de Yongreshan. Et comme le niveau de l'eau a baissé de plus de 50%, eh bien, on a pu voir toutes ces choses qui sont sorties hors de l'eau, entre guillemets, ce qui a attiré beaucoup de photographes. Voilà, des vestiges du passé qui sont très beaux, mais qui cachent quand même la gravité de la situation. C'est ça, oui. Ça a attiré beaucoup d'inquiétudes aussi, finalement. Oui, tout à fait. Les riverains, en fait, sont de plus en plus inquiets en voyant tous ces paysages refaire surface. Et dans la région de Miaoli, certains réservoirs ont atteint des niveaux encore plus bas, notamment celui de Mingde, qui est à 43% de sa capacité. Et donc également dans l'ouest de Taïwan, celui de Liyutan, qui est à seulement 35% de sa capacité. Donc tout ça parce qu'il n'y a pas beaucoup eu de précipitations ces derniers mois. Et en plus, on ne s'oriente pas vers des passages de pluie. Il y aura peut-être les pluies de saison dans un ou deux mois. Mais... Je vais en parler tout à l'heure, peut-être les pluies de prune. C'est ça. En mai-juin. On va voir. On n'est pas Madame Soleil, donc on ne peut pas savoir s'il y en aura beaucoup cette année ou pas. Et donc, je vous emmène maintenant dans le centre de Taïwan, le comté de Nantou et le très célèbre lac du Soleil et de la Lune, que vous avez peut-être visité si vous étiez touriste à Taïwan. Et c'est là où il y a les fameuses grenouilles. Tout à fait. Alors, en fait, actuellement, ce lac, qui est une retenue d'eau, c'est pas vraiment un lac naturel, c'est une retenue d'eau qui sert de réservoir. Il a un taux de remplissage d'environ 60%.
soit plus de 6 mètres en dessous de son niveau habituel. C'est quand même pas rien. Vu l'étendue du lac, ça en fait des mètres cubes d'eau, ouais. Oui, tout à fait. Et donc de larges étendues de vase sont apparues. On peut voir aussi la terre craquelée sur une grande superficie. Et donc face à cette situation, les autorités ont multiplié les mesures pour limiter l'envasement en lançant des opérations de dragage. Et donc profitant de la baisse des eaux, la compagnie d'électricité taïwanaise Taipower en a profité donc pour faire le nettoyage de ces célèbres grenouilles. Donc ce sont des sculptures de 9 grenouilles superposées qui sont en fait normalement, quand le lac est rempli, enfouies dans la boue. Donc là, elles sont à peu près, comme le lac est à peu près à 60% de son remplissage, elles sont à peu près découvertes jusqu'à moitié, mais la compagnie a creusé jusqu'en bas. Donc, on peut voir toutes les statues. Parce que le niveau d'eau est plus bas, mais elles étaient enfouies dans la boue. Donc, voilà, c'est la boue qui a été enlevée, mais l'eau est déjà en dessous de ce niveau-là. Tout à fait, ce qui est en fait assez inquiétant. Et donc, ces grenouilles servent d'indicateur du niveau du lac, du Soleil et de la Lune. Donc, les autorités ont appelé la population à économiser l'eau et ont instauré des mesures de rationnement dans certaines localités depuis la mi-mars. Ce qui a même entraîné une manifestation d'agriculteurs dans le comté de Hsinchu, parce que selon donc Taiwan News, ces agriculteurs ont pointé du doigt le fait que ces mesures de restriction avaient été introduites sans préavis assez long, qui leur aurait permis de s'y préparer en fait, et ça a entraîné une perte de leur culture apparemment. D'accord. Et donc certains agriculteurs et ONG appellent le gouvernement à mettre en place des capteurs pour permettre de gérer l'irrigation de manière intelligente en donnant la priorité aux endroits qui souffrent le plus de la sécheresse. Voilà. Et en même temps, cette nouvelle sur la sécheresse, tu vas sans doute continuer un peu le topo, arrive en parallèle de l'inauguration de la plus grande infrastructure d'irrigation agricole depuis 50 ans à Taïwan, pour toute la plaine justement agricole de Chiayi, Tainan, où les différents réservoirs sont relayés dorénavant par un grand canal et plusieurs ramifications pour irriguer cette plaine-là. Alors s'il n'y a pas d'eau, c'est sûr que ça pose quand même la question de comment remplir le canal. Oui, tout à fait. Et puis, il faut dire que Taïwan est aussi un petit peu le centre névralgique mondial des semi-conducteurs, avec énormément d'usines du côté de Hsinchu, mais aussi Tainan, Kaohsiung, enfin un petit peu partout sur la côte ouest, ce qui fait que les autorités font souvent face à un dilemme en cas de sécheresse, puisque les deux plus grands secteurs qui ont besoin d'eau, c'est l'agriculture et les semi-conducteurs, en fait. Oui. Donc, si la situation est critique, il faut parfois arbitrer, sachant que l'agriculture concerne la sécurité alimentaire des Taïwanais et les semi-conducteurs ont un impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Oui, et toute l'économie taïwanaise derrière. Tout à fait. Et accessoirement, sa sécurité géopolitique aussi. C'est pas faux. Alors, à Miaoli, donc toujours sur la côte ouest de Taïwan, des planteurs de thé ont dû faire venir des camions à eau pour arroser leur culture, tellement il manquait d'eau. Avec des citernes. Oui, tout à fait. Parce que c'est vraiment important qu'il y ait assez d'eau pendant la période de germination. Oui. Et donc, ils avaient déjà commencé à constater un retard de bourgeonnement des théiers et des feuilles qui se desséchaient. Donc, c'était notamment pour la récolte de thé Beauté orientale, un de mes préférés, près de Tongluo, qui pourrait peut-être être gravement affecté cette année par la sécheresse si elle se confirme. Alors plus globalement, selon l'Agence des ressources en eau, citée par le Taipei Times récemment, les réservoirs situés au sud de la ligne Hsinchu-Ilan, donc en fait c'est vraiment centre et sud de Taïwan, ont enregistré cet hiver des précipitations comprises entre 7 et 37% de celles de la même période l'an dernier. C'est vraiment pas beaucoup. Ouais. C'est rien. Bon, l'année dernière était une année un peu plus pluvieuse, donc sans sécheresse, mais quand même. Ouais, c'est beaucoup. Donc des mesures de répartition des ressources en eau entre les régions, de contrôle des débits des barrages, d'utilisation accrue des eaux de ruissellement et de recyclage, ainsi qu'une réglementation visant à réduire le gaspillage de l'eau d'irrigation sont désormais en vigueur dans les régions les plus touchées. Et le Taipei Times précise que 232 000 tonnes d'eau sont acheminées quotidiennement vers Hsinchu.
Et en plus de cela, les canalisations géantes construites ces dernières années ont permis de transporter 390 millions de tonnes d'eau entre les différents bassins versants du pays afin de pallier la pénurie. C'est beaucoup de transport, tout ça. C'est beaucoup, mais c'est intéressant de voir ce nouveau système justement d'acheminement de l'eau qui n'existait pas jusque-là et il fallait faire par transport routier ou trouver autrement que là. On peut basculer d'une certaine manière une vanne d'un réservoir vers un autre et c'est plus facile à gérer aussi. Certains pays ont des pipelines de pétrole et Taïwan a des pipelines d'eau. C'est ça. Alors, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, cette réponse du gouvernement a permis de gagner du temps pour que les réservoirs puissent répondre à la demande actuelle, mais l'Agence des ressources en eau prévoit des plans à long terme pour renforcer l'approvisionnement, notamment la construction de nouvelles canalisations géantes, reliant notamment le réservoir de Liyutan au barrage de Shekang à Taichung, ainsi qu'aux usines de dessalement du comté de Hsinchu et de Tainan. Et en fait, ce projet devrait voir le jour finalement assez rapidement, peut-être avant les grandes chaleurs de l'été. D'accord. Donc, voilà, on va voir comment la situation va évoluer, si la pluie des prunes, habituellement au mois de mai et juin, sera au rendez-vous cette année, on va voir, pour faire remonter le niveau des réservoirs. Et si les typhons contribueront aussi cet été à faire remonter le niveau, même si bien sûr ils causent parfois certains dégâts. Voilà, c'est vrai qu'ils amènent du dégât, mais généralement c'est aussi... Alors s'ils viennent dans la région, qu'ils arrosent Taïwan sans faire de dégâts, c'est l'idéal, parce que ça remplit les réservoirs. Après oui, il y a des débris, il y a des bois flottés à enlever et tout, mais c'est quand même, je crois, plus de la moitié des réserves en eau de l'année de Taïwan qui est acheminée normalement par la saison des typhons, quoi. Voilà, donc à suivre. Voilà. Eh bien. Alors, on continue avec Floriane ? Ouais, on va aller... Voyager au Tibet ? C'est ça ? Enfin, en Inde. En Inde. Près de l'Himalaya, en tout cas. Voilà. Donc, en fait, je vais en parler maintenant parce que Taïwan a signé fin mars un accord avec un établissement d'enseignement supérieur tibétain pour envoyer des professeurs de chinois dans les écoles tibétaines en Inde. Et donc, c'est à la fois la division de l'éducation du Centre économique et culturel de Taipei à New Delhi, l'Institut d'enseignement supérieur du Dalai Lama et Taïwan qui se sont mis d'accord pour mettre en place cette formation, c'est ça, parce que des enseignants taïwanais seront affectés dans des écoles tibétaines pour enseigner le mandarin et pour essayer de renforcer un peu les liens entre Taïwan et les Tibétains en Inde, selon Chun Moo-min, qui est le directeur du Centre économique et culturel de Taipei à New Delhi. Ça marque aussi la première collaboration officielle dans le domaine de l'enseignement supérieur entre Taïwan et la communauté tibétaine en Inde. D'accord. Sachant que ce qu'on appelle le Tibet, c'est une région qui aujourd'hui fait partie de la Chine. Et donc, il y a une grande partie des Tibétains qui étaient partis en Inde en exil pour ne pas se plier à toute la répression qui a été mise en place par le pouvoir de Pékin. Mais donc, ils ont toujours leur propre langue. Et en même temps, beaucoup de Tibétains en Chine parlent... presque tout le monde maintenant doit aussi savoir parler le mandarin. Le mandarin, oui. Et donc, le fait qu'il y ait cet apprentissage du mandarin en Inde, ça permet aussi pour les Tibétains en exil d'avoir un autre lien avec le chinois que celui qui est proposé par Pékin, en fait. Est-ce que ça peut permettre aussi à contribuer à garder un lien avec une partie de la famille qui ne serait pas partie en exil, mais qui serait restée en Chine, même si ce n'est pas, encore une fois, la même approche du mandarin, mais plus de terreau commun qu'une fois que tu es parti en exil, si tu n'as plus du tout les mêmes attaches et tu te développes d'une manière très différente, tu ne retrouves plus, j'allais dire, tes origines quelques générations plus tard, quoi. Oui, c'est probablement aussi le cas pour une partie d'entre eux. Et donc, voilà, des professeurs natifs iront là-bas, alors que jusqu'à présent, c'était souvent des Tibétains eux-mêmes qui enseignaient le mandarin en Inde. Okay. Donc, ce n'était pas leur langue maternelle. Voilà, c'est pas vraiment envisageable pour eux de demander à des Chinois de venir enseigner le mandarin en Inde. Là, c'est trop délicat au niveau politique. Et donc, le chef de l'administration centrale tibétaine,
Jigme Tsultrim, a déclaré que le protocole d'accord reflétait les valeurs communes des deux parties en matière d'éducation, d'idées et de démocratie, et que ça permettrait de renforcer les liens bilatéraux. Ça permettrait aussi peut-être de donner des nouvelles opportunités aux jeunes Tibétains qui sont en Inde. Oui. Et c'est aussi une porte pour l'ensemble de la société tibétaine, parce que quand ils font face à la Chine aussi pour des discours politiques, et pas que par rapport à leur famille, ou pour comprendre les discours chinois, ou bien pour s'exprimer, ça peut aussi leur donner un outil de plus, ils disent, pour lutter pour un Tibet libre pour eux. Donc ça a aussi ce sens-là. Parce que, bon, au niveau des liens qui sont entretenus entre Taïwan et le gouvernement tibétain en exil, ce sont des liens informels, puisque Taïwan s'appelle toujours la République de Chine, et la République de Chine prétend contrôler aussi le Tibet, même si Taïwan n'a aucune action concrète dans ce sens-là. Aussi, de temps en temps, on invite le Dalai Lama. Oui, la dernière visite du Dalai Lama remonte à 2009. Oui, ça fait un certain temps quand même. C'était au moment juste après justement les meurtrissures du typhon Morakot. Ouais. Il était venu prier pour les victimes, etc. Voilà, donc il y a quelques rencontres avec des responsables politiques, mais surtout quand même des échanges culturels et religieux. À Taïwan, il y a notamment la Fondation religieuse du Tibet qui a été fondée par le Dalai Lama à Taipei en 1997. Oui. Et puis, il y a une présence très importante du bouddhisme tibétain à Taïwan. Et à Taïwan, il y a aussi tout un réseau de soutien aux droits humains et à la culture tibétaine. Et on peut aussi dire qu'il y a plusieurs monastères et centres de méditation taïwanais qui sont actifs en Inde, notamment dans les États où le bouddhisme est pratiqué ou encore auprès des communautés tibétaines en exil, notamment Dharamsala et Himachal Pradesh, donc au nord de l'Inde. D'accord. Et en ce qui concerne la présence des professeurs taïwanais de mandarin à l'étranger, l'Inde n'est pas du tout le premier pays avec lequel fait ça, puisqu'il y a plusieurs types d'accords, d'abord avec des pays alliés diplomatiques ou des amis. Donc Taïwan envoie des professeurs au Palaos, au Belize, au Guatemala, au Paraguay, à Haïti, à Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-les-Grenadines, Sainte-Lucie, en Eswatini, mais aussi en Turquie et en Jordanie. Ensuite, il y a un deuxième type d'échanges qui sont des échanges académiques, où il y a parfois donc des allers-retours de professeurs plutôt entre des pays ou des régions comme l'Amérique du Nord, l'Europe, il y a la France, Allemagne, Japon, et puis aussi le Vietnam et la Thaïlande, où il y a des communautés chinoises plus importantes, où là il y a aussi des échanges académiques qui ont lieu régulièrement. Et puis plus récemment, depuis 2021, des centres linguistiques ont été établis par Taïwan dans différents pays, donc ça c'est surtout aux États-Unis et en Europe, et c'est un petit peu sur le modèle des instituts Confucius. Ça repose beaucoup sur des écoles locales ou bien diasporiques à l'étranger, aussi pour essayer de contrer un petit peu l'influence de la Chine dans ces pays-là, et de promouvoir le chinois et de montrer que le mandarin de Chine n'est pas le seul mandarin parlé, enseigné, possible d'apprendre. Voilà un petit peu pour recontextualiser aussi cet enseignement ou cet envoi de professeurs depuis Taïwan vers d'autres pays. Donc ces écoles tibétaines en Inde, c'est un peu une prolongation de tous ces échanges et de cette volonté de Taïwan de promouvoir le mandarin à l'étranger. D'accord. Alors on va passer à notre troisième sujet. On va te laisser la parole, Fix. Ce sont 3 CubeSats qui ont été envoyés et mis en orbite par Taïwan cette semaine. Ils ont été lancés en tout début de semaine, donc à bord de la mission de covoiturage spatial Transporter 16. C'est bien sûr la société SpaceX, SpaceX, qui envoie ses satellites selon la coopération qui est encore active avec l'Agence nationale taïwanaise. 3 satellites mis en orbite avec succès et heureusement, qui ont très rapidement d'ailleurs, au bout de 400-500 km de voyage et mis en orbite, été déployés pour établir leur première communication avec les bases au sol. C'est un succès au sens où déjà ils sont en orbite et ils commencent à communiquer avec la Terre, mais c'est aussi parce qu'ils viennent compléter une mission qui a été lancée par le premier groupe
de CubeSat en novembre de l'année dernière. Ce que j'appelle groupe, c'est ce qu'on appelle dans le domaine des satellites une constellation, c'est-à-dire plusieurs CubeSats qui vont former un ensemble. Donc ils sont déployés par phase, c'est la stratégie de la TASA, donc de l'Agence nationale taïwanaise spatiale, qui est une approche qui permet justement des tests progressifs et donc des ajustements avec les autres envois des nouveaux CubeSats. Un CubeSat, c'est tout petit, c'est 10 cm3. Ah ouais, Voilà. d'accord. Alors ça, c'est les CubeSats qu'on appelle U1, U pour unit ou unité 1. Il y a aussi les U2 et les U3, et à chaque fois on multiplie par 2, donc ça va jusqu'à 30 cm sur 30 cm sur 30 cm, ce qui n'est pas beaucoup non plus, mètre cube. Voilà, mais c'est intéressant de savoir un peu pour se dire, on envoie ça en orbite, et c'est capable, avec les technologies qu'ils ont, de nous renvoyer des images très précises de la Terre ou d'autres informations. Et là, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ce sont de nouvelles étapes clés qui ont été enregistrées. La validation réussie d'un GPU polyvalent embarqué. Là, vous êtes toujours avec moi ? Non. Je sais pas de quoi Qu'est-ce tu que ça parles. veut dire ? C'est le dernier bouquet de satellites qui a envoyé, c'est la première fois qu'on envoie ça. Un GPU polyvalent embarqué, c'est un système qui présente une résistance aux radiations. On en a besoin quand on passe une certaine partie de la couche d'ozone notamment, et une dissipation thermique efficace. Donc le matériel et l'emballage ne font pas soumis aux pressions, justement, ils sont plus protégés par la couche d'ozone en partie. Et ça permet donc aux puces qui sont envoyées en orbite de fonctionner de manière fiable dans l'espace et plus longtemps que 1 ou 2 mois, puis après elles se sont désagrégées, quoi. Donc ça, c'est une nouvelle technologie signée Taïwan qui permet à ces mini-satellites de fonctionner comme des centres de calcul en orbite. Aujourd'hui, où toute la technologie d'intelligence artificielle, le calcul intensif se déploie, l'idée d'avoir des CubeSats qui le font aussi en orbite, ça leur permet de nous renvoyer les données en temps réel avec des images précises et pas des grosses données qu'il faut retravailler après au sol. Donc c'est un gain de temps, un gain de précision énorme pour toutes ces données brutes qui peuvent être transmises en grand volume vers la Terre. Alors cette nouvelle mission, elle s'inscrit dans ces validations justement d'optimisation de conception spatiale dans la grande stratégie décennale de Taïwan sur 10 ans, sachant que c'est même plus que 10 ans parce que le programme à chaque fois est reconduit, puis on rajoute quelques années en fonction du budget qu'on a. Donc là, c'est jusqu'à l'horizon 2031 qu'on a ces CubeSats, on en envoie entre 3 et 6 par an. Et c'est en coopération avec des sociétés taïwanaises. Donc, ce n'est pas l'agence nationale qui fait ça toute seule. En l'occurrence, cette fois-ci, c'est la société Rapid Tech qui s'est concentrée sur un CubeSat qui s'appelle le Black Kite. Cerf-volant noir, on pourrait le traduire comme ça, et qui se concentre sur la technologie des objets connectés à l'Internet des objets, mais par satellite. Ça a permis de déployer des communications à haut débit sur des nouvelles bandes passantes et à bas débit aussi avec un potentiel d'utilisation commerciale élargi. L'idée là, c'est bien sûr d'avoir des satellites de communication en basse orbite ou en orbite basse terrestre ou même plus haut avec d'autres pays. Donc c'est vraiment un but de commercialisation ici. Et c'est proposé pour d'autres missions spatiales à l'échelle internationale, sachant que ce satellite est équipé d'un processeur graphique à usage général qui permet là aussi d'avoir les images traitées directement par le CubeSat en intelligence artificielle qui l'aide à les traiter et à les envoyer déjà exploités, donc directement un produit fini arrivé sur les bases au sol. Donc ça rajoute à l'efficacité des missions. Et il y a aussi la société Tron, Future Technologies, qui elle a développé un autre satellite qui s'appelle le T-Microsat. C'est sa deuxième version de CubeSat et lui, il est spécialisé dans la transmission unidirectionnelle en bande passante K, ainsi que pour un récepteur qui a été développé il est équipé d'un récepteur GNSS qui a été développé par l'Agence nationale spatiale. C'est pour avoir une transmission des différentes applications possibles pour l'intégration des stations terrestres mobiles, donc de pouvoir communiquer tout en bougeant au niveau des stations de réception au sol. Voilà, tous ces développements ils visent à soutenir le secteur spatial, bien sûr, mais aussi celui des télécommunications, en pleine croissance à Taïwan.
dans un monde où on se rend compte, avec les conflits en Ukraine notamment, que les communications, si elles peuvent passer par des technologies de satellites en orbite terrestre basse, c'est plus facile que de dépendre d'autres pays où tout le réseau est coupé. Oui, avec les câbles marins abîmés régulièrement, on voit aussi que c'est vraiment fragile quelque part. Mais il reste les ondes courtes. Il reste les ondes courtes. Il reste aussi un troisième CubeSat, que je ne vous ai pas dit son nom, Toro 2. Alors non pas qu'on prend le taureau par les cornes, puisque c'est TORO. Et il est développé par une autre société, Fong-In, qui elle est dédiée aux missions de surveillance des océans. Donc il est équipé de nouveaux outils de technologie. À chaque fois, c'est toujours plus précis. Ça peut être des lecteurs optiques précis, ça peut être pour l'imagerie. Et là, c'est pour la détection des océans. Le satellite, il peut avoir une observation sur la couleur des océans, en plus que de détecter les températures d'eau ou les mouvements des vents en ras des océans et donc des vagues. Et il peut exploiter des données qui sont utiles pour les ressources marines, pour la gestion des ressources en eau. Peut-être que grâce à ça, il y aura moins de sécheresse, qui sait un jour si on trouve quelque chose. Mais là, je pense qu'on s'avance un peu en disant oui. ça. Mais aussi pour des détections de zones de pêche. Et ça, c'est se dire qu'il y a un CubeSat qui va te dire il y a un bon banc de poissons là-bas, allez-y. Mais bien sûr, je sais schématise, c'est pas comme cela que ça marche. Et il embarque également une charge utile de suivi d'étoiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une nouvelle technologie mise en place par Taïwan qui permet d'améliorer la précision du CubeSat par rapport aux étoiles. Et une fois que la précision du positionnement satellite elle est plus optimale, alors les données qui renvoient au sol, la détermination d'attitude et la précision de pointage sont aussi bien plus pointues et précis. Moi, je pensais que le suivi d'étoiles, c'est que le satellite, il allait se mettre à suivre une étoile, non ? Et non. Voilà un petit peu pour ce développement qui montre que les startups taïwanaises sont vraiment dans l'engagement du développement de l'industrie spatiale nationale à Taïwan et qu'il y a encore beaucoup à faire, certes, mais qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Ok. Merci d'avoir suivi On en parle à Taïwan. C'était Floriane, ça. Et François-Xavier Boulet. Bye bye. On vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine.